La tempête cette nuit-là était si violente qu'Elena prit d'abord les coups à sa porte pour le martèlement du vent. La pluie fouettait contre les volets de son petit cottage à l'orée de la forêt, et le vent hurlait à travers les vieux chênes comme les cris d'âmes perdues. Elle était en train de trier ses herbes médicinales quand les coups retentirent à nouveau, cette fois, indubitablement l'œuvre de mains humaines. Elena hésita. Personne ne venait la voir à cette heure, surtout pas par un tel orage. Les villageois ne la cherchaient que dans les moments les plus désespérés, quand leurs enfants avaient une forte fièvre ou quand un accouchement difficile était imminent. Alors ils frappaient à sa porte, les yeux baissés et murmurant des demandes d'aide, pour ensuite chuchoter qu'elle était une sorcière. Les coups devinrent plus urgents, presque désespérés. Elena posa ses fleurs de camomille séchées et se dirigea vers la porte. Sa main resta un moment sur le lourd verrou de bois avant de le faire glisser. La porte s'ouvrit brutalement, et avec elle, une silhouette sombre s'effondra à l'intérieur. Un homme, grand et aux larges épaules, s'écroula sur le sol de sa cuisine. Ses longs cheveux noirs collaient à son visage, trempé de pluie et de sang. Tant de sang! Mon Dieu! Murmura Elena en s'agenouillant près de lui. Ses instincts de guérisseuse prirent immédiatement le contrôle. Elle poussa la porte contre le vent et retourna auprès de l'étranger. Il était inconscient, sa peau pâle comme le clair de lune. 3 griffures profondes traversaient son côté gauche de la poitrine, comme si une bête sauvage l'avait attaqué. Mais étrangement, les blessures semblaient luire, comme si quelqu'un y avait versé de l'argent liquide. Elena agit rapidement. Elle déchira sa chemise trempée et commença à nettoyer les blessures. Ce faisant, elle remarqua comme sa peau était froide. Pas le froid normal d'une personne en état de choc, mais quelque chose de plus profond, comme si le froid de l'hiver avait pris possession de lui de façon permanente. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» murmura-t-elle en appliquant une pommade de calendula et de miel sur les blessures. À sa surprise, les bords étrangement luisants des blessures commencèrent immédiatement à s'estomper. L'homme gémit doucement, ses paupières papillonnèrent. Elena retint son souffle quand elle vit ses yeux pour la première fois. Ils étaient d'un gris argenté si intense qu'ils semblaient briller à la lueur du feu de cheminée. « Qui? Où suis-je » Sa voix était rauque, mais profonde et cultivée. Un accent qu'elle ne parvenait pas à identifier flottait dans ses mots. « Tu es en sécurité » répondit Elena doucement en l'aidant à s'asseoir. « Je suis Elena, une guérisseuse, tu étais gravement blessée. » L'étranger regarda autour de lui avec confusion, comme s'il essayait de s'orienter. Ses yeux s'arrêtèrent sur la petite croix qui pendait au-dessus de sa cheminée, et pendant un moment, son visage se tordit en une grimace de douleur. « Combien de temps ai-je été inconscient ?» demanda-t-il. « Environ 1 heure. Tes blessures étaient graves, mais elles guérissent déjà. » Elena montra les bandages qu'elle avait posés. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? On dirait qu'un loup t'a attaqué. » Un sourire amer traversa son visage. Quelque chose dans ce genre. Il essaya de se lever, mais vacilla immédiatement. « Tu dois te reposer » insista Elena en le repoussant doucement sur l'oreiller qu'elle avait placé sous sa tête. « Tu as perdu beaucoup de sang. Tu ne comprends pas, dit-il avec urgence en attrapant son poignet. Ses doigts étaient encore glacés. Ils vont me chercher. Tu es sans danger tant que je suis ici. Qui va te chercher ? Elena sentit un frisson de peur, mais sa curiosité était plus forte. As-tu des problèmes avec la loi ? L'homme rit sans humour. La loi est mon moindre problème. Il étudia son visage, comme s'il cherchait quelque chose. Comment t'appelles-tu de famille ? Dracule, répondit Elena, confuse. Pourquoi demandes-tu ? L'effet de son nom sur l'étranger fut dramatique. Ses yeux argentés s'élargirent, et il se redressa brusquement malgré sa faiblesse. Dracule, répéta-t-il hors d'haleine. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible ? Tu parles par énigme. L'homme la fixa intensément, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Tes yeux, ils ont un anneau doré autour de la pupille, et là à ton cou. Il désigna une petite tache de naissance à la base de son cou, un croissant de lune. Elena toucha inconsciemment l'endroit. Ce n'est qu'une marque de naissance. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit ? Avant qu'Elena puisse poser d'autres questions, on frappa à nouveau à la porte. Cette fois ce n'était pas un martèlement désespéré, mais 3 coups précis et lents. L'étranger se raidit. « Ils m'ont trouvé. »« Qui t'a trouvé ?» Elena se leva mais il attrapa à nouveau sa main. « Écoute-moi bien, » dit-il avec urgence. « Quoi qu'il arrive, fais semblant de ne pas me connaître. Dis-leur que tu n'as vu personne. Mais pourquoi devrais-je ?» Les coups se répétèrent, plus fort cette fois. « Promets-le-moi, » insista l'homme. « Ta vie pourrait en dépendre. » Elena regarda entre lui et la porte.
Chaque instinct lui disait qu'elle devrait poser des questions, qu'elle devrait en savoir plus. Mais quelque chose dans ses yeux argentés désespérés la fit hocher la tête. « Cache-toi » chuchota-t-elle en désignant une petite chambre derrière la cheminée où elle stockait ses herbes. L'homme se leva avec difficulté et se déplaça avec une grâce surprenante pour quelqu'un qui avait été inconscient une heure plus tôt. Il disparut dans la chambre juste au moment où les coups retentirent pour la 3e fois. Helena respira profondément, lissa ses cheveux et ouvrit la porte. 3 silhouettes se tenaient sur son seuil, tout enveloppées dans des manteaux noirs. Le premier était un homme grand aux traits acérés et aux yeux bleu glace. Quand il sourit, Helena aperçut un éclat de quelque chose qui n'était pas des dents ordinaires. « Bonsoir », dit-il d'une voix comme du velours sur l'acier. « Excuse le dérangement tardif, nous cherchons quelqu'un. » Par ce temps, Helena se força à un sourire nerveux. « Je crains de n'avoir vu personne ce soir à part toi et tes compagnons. » L'homme inclina la tête, mais ses yeux ne quittèrent jamais son visage. Quelqu'un de blessé peut-être, quelqu'un qui aurait pu avoir besoin d'aide. Non, mentit Helena. Comme je l'ai dit, par cette tempête, personne n'ose sortir. Puis-je entrer? La question sonnait polie, mais Helena sentit l'ordre sous-jacent. Bien sûr, dit-elle en reculant, bien que chaque fibre de son corps proteste. L'homme entra dans son cottage et les 2 autres le suivirent. Helena remarqua qu'aucun d'eux n'avait même une goutte de pluie sur ses vêtements, bien qu'ils viennent de traverser la tempête. Un foyer confortable, remarqua le leader en laissant son regard parcourir la pièce. « Tu es la guérisseuse, n'est-ce pas? Oui, alors tu aiderais sûrement si quelqu'un de blessé venait à ta porte. »« Certainement, » répondit Helena en espérant que sa voix ne tremblait pas. L'homme hocha la tête et traversa lentement la pièce. Il s'arrêta devant la cheminée, exactement là où la chemise ensanglantée de l'étranger avait été quelques minutes plus tôt. Helena avait pu la jeter dans les flammes juste à temps. « Je sens, il va le nez, comme un prédateur suivant une piste. » Intéressant. Un de ses compagnons s'avança. « Là » chuchota-t-il en désignant le sol près de la cheminée. « Du sang. » Helena déglutit difficilement. Elle n'avait pas pu enlever complètement les taches de sang. « Ah, ça » dit-elle rapidement. « J'ai soigné un cerf blessé aujourd'hui. » Pauvre bête était prise au piège. « Un cerf donc ?» L'homme se tourna vers elle. Helena vit que ses yeux brillaient maintenant dans l'obscurité. « Comme c'est dommage. Oui, je n'ai pas pu le sauver. Quel dommage !» Il s'approcha d'elle, si près qu'elle pouvait sentir son aura glacée. « Tu sais, les mensonges ont une odeur très particulière. » Helena se força à soutenir son regard. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » De longues secondes passèrent. L'homme l'étudia intensément, comme s'il pouvait lire dans ses pensées. Finalement il recula. « Bien sûr que non, » dit-il. « Excuse ma paranoïa. En ces temps, la prudence est de mise. » Il se détourna et se dirigea vers la porte. Ses 2 compagnons le suivirent en silence. « Si tu devais voir quelqu'un, » dit-il sans se retourner, « quelqu'un qui ne devrait pas être ici, tu nous le ferais savoir? » « Certainement, » mentit à nouveau Helena. « Excellent !» Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Oh, Helena !» Elle sursauta qu'il connaisse son nom. Il était sage de le cacher, mais la sagesse seule ne vous sauvera pas tous les 2. Sur ces mots, il disparut dans la nuit, et ses compagnons se dissolvèrent comme s'ils n'avaient jamais existé. Helena resta tremblante à la porte, fixant l'obscurité. Ce n'est que lorsqu'elle fut sûre qu'ils étaient partis qu'elle ferma la porte et la verrouilla. « Ils sont partis ?» appela-t-elle doucement. L'étranger sortit de sa cachette. Son visage était encore plus pâle qu'avant. « Tu n'aurais pas dû me protéger ?» dit-il. « Maintenant tu es sans danger. » « Qui étaient ces hommes ?» demanda Helena. « Et qui es-tu » L'homme la regarda longuement, comme s'il pesait combien il pouvait lui dire. Finalement, il soupira. « Mon nom est Marc, » dit-il. « Marc Dracula. Et je suis ce que ton espèce appelle un monstre. » Qu'est-ce que tu veux dire par là? Marc entra dans la lumière du feu de cheminée, et Helena vit ses canines s'allonger, ses yeux brillaient plus intensément. « Je suis un vampire, » dit-il simplement. « Et toi, Helena Dracul, tu es peut-être la seule chose qui puisse sauver mon peuple de l'extinction. » Helena fixa Marc comme s'il avait dit qu'il venait de la lune. « Un vampire ?» répéta-t-elle lentement. « Tu dis que tu es un vampire. Je sais comment cela doit sonner. Vampire. » Elle rit avec incrédulité. « Bien sûr, et je suis la reine d'Angleterre. » Marc fit un pas plus près, et ses yeux brillèrent plus intensément,
Regarde-moi, Elena, vraiment regarde-moi. Contre sa volonté, elle le fit, dans la lumière vacillante du feu de cheminée. Elle vit des choses qu'elle avait négligées auparavant. Sa peau avait une qualité marmorienne, trop parfaite, trop lisse pour un humain normal. Ses mouvements possédaient une grâce prédatrice, et si elle regardait attentivement, elle pouvait voir le contour léger de Croc. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Si, ça. Marc s'assit lentement, comme s'il essayait de ne pas l'effrayer. Et les hommes qui étaient ici tout à l'heure, c'étaient aussi des vampires qui veulent me voir mort. Elena s'effondra dans sa chaise. Les vampires ne sont que des contes de fées, des histoires pour faire peur aux enfants. Les contes de fées naissent généralement d'un grain de vérité. Marc observa sa réaction attentivement. Nous existons, Elena, nous avons toujours existé parallèlement à votre monde, caché dans l'ombre. Cela ne peut pas être. Elena secoua la tête. Si les vampires étaient réels, on le saurait. Il y aurait des preuves. Il y a des preuves. Seulement votre espèce les interprète différemment. Marc se pencha en arrière. Des morts inexpliquées, des gens qui disparaissent, des légendes d'êtres immortels. Tout cela sont des échos de notre existence. Elena se tut longtemps et réfléchit à ces mots. Dans sa vie de guérisseuse, elle avait vu des choses étranges, des gens avec des blessures qui ne pouvaient être expliquées, des maladies qui disparaissaient du jour au lendemain. Mais ceci, supposons que tu dises la vérité, dit-elle finalement, pourquoi ces autres vampires te poursuivaient-ils? Le visage de Marc s'assombrit. C'est une longue histoire. J'ai du temps. Il l'étudia un moment puis hocha la tête. Très bien. Mais d'abord, tu dois savoir quelque chose sur moi. Je ne suis pas n'importe quel vampire. Je suis un prince. Un prince? Elena ne put cacher l'ironie dans sa voix. Bien sûr que tu l'es. Le fils de Vlad Dracula, le dirigeant des clans vampires de l'Est. À la mention du nom Dracula, Elena se figea. Dracula? Tu dis que tu es apparenté à... Le comte Dracula est mon grand-père, confirma Marc, bien que la plupart des histoires sur lui soient exagérées. Elena rit hystériquement. Exagéré, bien sûr. Et je suppose qu'il est en fait très gentil. Marc se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce. Il y a deux factions. Les traditionalistes, menés par mon père, croient à rester cachés, à coexister en paix avec les humains. Puis il y a les révolutionnaires, menés par Victor Báthory. Elena connaissait le nom des livres d'histoire, comme la comtesse sanglante, son arrière-grand-mère, confirma Marc sombrement. Victor croit que les vampires ne devraient plus vivre dans l'ombre. Il veut subjuguer l'humanité, nous établir comme l'espèce supérieure. Elena sentit son estomac se serrer. Et toi, de quel côté es-tu? Je crois en la paix, dit Marc sans hésiter. Mais Victor me voit comme une menace à ses plans. En tant qu'héritier direct du trône Dracula, je fais obstacle à sa vision. C'est pourquoi il te chasse. Ils ont préparé une embuscade, expliqua Marc. J'étais en route pour un sommet de paix avec les clans de l'Ouest, quand les partisans de Victor m'ont attaqué. Elena se souvint de ses blessures étranges, les griffures sur ta poitrine, griffes d'argent, dit Marc en touchant inconsciemment son côté bandé. Une invention de Victor, l'argent est toxique pour notre espèce, mais tu guéris quand même. Marc la regarda avec surprise. Oui, normalement de telles blessures prendraient des jours, ou même des semaines à guérir, mais ton traitement, c'est comme si tu avais neutralisé le poison d'argent. Elena regarda ses mains avec confusion. Je n'ai utilisé que des herbes médicinales. Normal. Ce n'étaient pas les herbes, dit Marc. Doucement, c'était toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Marc s'assit en face d'elle. Elena, te souviens-tu de ta famille? De tes parents? Bien sûr. Elena fronça les sourcils. Bien que, ils sont morts quand j'étais très jeune. Une épidémie. Et qui t'a élevée? Ma grand-mère, elle m'a tout enseigné sur la médecine. Elena fit une pause. Pourquoi demandes-tu tout cela? Comment s'appelait ta grand-mère? Elisabeth Dracul. Elena sentit un malaise croissant. Marc, pourquoi poses-tu toutes ces questions? Marc resta silencieux un moment. Le nom Dracul est connu dans le monde des vampires, Elena. C'est un nom ancien, l'un des plus anciens. C'est impossible. Ma famille, ce sont des humains.
Nous avons toujours été des humains. Pas tous, dit Marc doucement. Il y a plusieurs siècles, il y avait des connexions entre certaines lignées humaines et les vampires. La lignée Dracul était l'une d'entre elles. Helena se leva brusquement. Tu dis des sottises. Tes yeux dorés. Helena, la marque du croissant de lune à ton cou, la façon dont tu as pu guérir mes blessures. Ce sont tous des signes d'une ascendance particulière. Non, Helena secoua vigoureusement la tête. Je suis un humain normal. Je mange, je dors, je vieillis. Quel âge as-tu, Helena? 22 ans. Et quand auras-tu 23 ans? Helena ouvrit la bouche, puis la referma. C'était une question étrange. Dans quelques mois. Quand exactement? Helena s'arrêta. Pour la première fois de sa vie, elle ne pouvait pas se souvenir de sa date de naissance exacte. C'est étrange. Je ne le sais pas. Te souviens-tu d'avoir été malade? Vraiment malade? Helena fouilla dans sa mémoire. Des égratignures et des bleus? Certainement. Mais une vraie maladie? Une fièvre qui durait plus d'une nuit? Elle ne pouvait se souvenir de rien. Cela ne signifie rien, dit-elle faiblement. Helena. Marc se leva et alla vers elle. Je crois que tu es une vampire. Une quoi? Un demi-vampire. L'enfant d'une union entre un vampire et un humain. Marc parlait doucement, comme s'il s'adressait à un animal effrayé. Cela expliquerait tout. Tes capacités de guérison, ta résistance aux maladies, la façon dont les vampires peuvent te sentir. Sentir? Quand je suis devenu inconscient, ce n'était pas seulement à cause des blessures. C'était parce que j'ai senti ta présence. Il sent différent de celui des humains normaux. Helena s'assit lourdement. C'est trop. Je comprends, dit Marc en s'agenouillant devant elle. Mais Helena, si j'ai raison, alors tu es en plus grand danger que tu ne le penses. Pourquoi? Parce que Victor Báthory cherche des lignées d'empire perdues depuis des années. Il croit que le sang d'empire pourrait lui donner le pouvoir de régner sur les vampires et les humains. Helena le regarda avec horreur. Tu penses qu'il viendra? Oh, il viendra, dit Marc sombrement. Les hommes de ce soir n'étaient que des éclaireurs. Ils t'ont déjà senti même s'ils ne savent pas encore ce que tu es. Que dois-je faire? Chuchota Helena. Marc prit ses mains dans les siennes. Tu viens avec moi. Où? Chez mon père. Au château Dracul. C'est le seul endroit où tu seras en sécurité. Helena retira ses mains. Je ne peux pas simplement abandonner ma vie. Quelle vie? Demanda Marc doucement. Tu vis seul, dans ce cottage, crainte et évitée par les villageois. Qu'est-ce qui te retient ici? C'était une vérité dure. Helena n'avait pas de famille, pas d'amis proches. Les gens de la ville voisine ne venaient la voir que quand ils étaient désespérés, et la traitaient autrement comme une paria. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit. Le temps est quelque chose que nous n'avons pas, avertit Marc. Les hommes de Victor reviendront, et la prochaine fois ils ne seront pas si polis. Comme si ces paroles étaient une prophétie, une des fenêtres explosa soudainement vers l'intérieur. Une silhouette sombre se balança dans la pièce, suivie d'une deuxième et d'une troisième. Mais ceux-ci n'étaient pas les visiteurs polis d'avant. Ceux-ci bougeaient comme des animaux sauvages, leurs yeux brillaient rouges, et leurs griffes allongées luisaient à la lueur du feu. Trop tard, grogna le premier en fixant Helena de son regard. La femelle d'Empire vient avec nous. Marc se plaça de façon protectrice devant Helena. Vous ne la toucherez pas. Prince Marc, railla le leader des intrus. Victor Báthory fait savoir que tes services ne sont plus nécessaires. Sur ces mots, ils attaquèrent. La vitesse à laquelle les vampires s'élancèrent les uns sur les autres coupa presque le souffle à Helena. Marc se déplaçait comme une ombre, évitant les griffes de ses attaquants et ripostant avec une force qui semblait inhumaine. Mais il était encore blessé, et les trois intrus étaient frais et reposés. Helena vit comment l'un d'eux enfonça ses griffes dans l'épaule de Marc, tandis qu'un autre essayait de le mettre à terre. Sans réfléchir, Helena saisit le lourd tisonnier de fer près de la cheminée. De toutes ses forces, elle frappa le vampire qui attaquait Marc par derrière sur la tête. La créature cria et pivota vers elle. Ses yeux brillaient comme des charbons, et elle pouvait voir du sang sur ses crocs. « Petite putain !» grogna-t-il en faisant un pas vers elle. Marc profita de la distraction et brisa le cou du vampire qui l'avait saisi. La créature tomba sans vie au sol. « Helena, cours !»
cria Marc en luttant avec le dernier attaquant. Mais Elena ne bougea pas. Quelque chose d'étrange lui arriva. Un sentiment de pouvoir coulait dans ses veines, et sa vision devint plus nette. Elle pouvait suivre les mouvements des vampires qui se battaient comme s'ils bougeaient au ralenti. Le vampire qui l'avait attaqué s'était redressé et venait à nouveau vers elle. Cette fois Elena était prête. Quand il tendit la main vers elle, elle esquiva avec une vitesse qui la surprit elle-même. Sa main jaillit et toucha sa peau nue à son cou. Le vampire cria comme s'il était piqué par 1000 aiguilles. De la fumée s'éleva de l'endroit où Elena l'avait touché, et il recula en titubant. « Impossible !» haleta-t-il. « La femelle d'Empire, elle peut nous blesser. » Marc profita de cette confusion et enfonça un pieu de bois dans la poitrine du dernier attaquant. Cette créature aussi tomba au sol et ne bougea plus. Le vampire blessé recula vers la fenêtre brisée. « Ce n'est pas fini !» menaça-t-il. « Victor l'aura. Et toi aussi, prince !» Sur ces mots, il disparut dans la nuit. Elena regarda sa main. La peau paraissait normale, mais elle pouvait encore sentir une sorte de picotement. « Qu'est-ce qui vient d'arriver ?» demanda-t-elle faiblement. Marc vint vers elle et examina sa main avec précaution. « Tu l'as brûlée. »« Brûlée ? Comment ? Les vampires ont la capacité de blesser les vampires par le toucher. C'est une sorte de protection naturelle. » Marc la regarda avec vénération. « Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui le pouvait si fortement. Tu es plus puissante que je ne le pensais. » Elena s'effondra dans sa chaise. « C'est tout un cauchemar. »« Je suis désolée, » dit Marc sincèrement. « Je n'aurais jamais dû venir ici. J'ai apporté le danger dans ta vie. Il est trop tard pour les excuses, » dit Elena en regardant les deux vampires morts dans son salon. « Que faisons-nous maintenant ? » « Maintenant nous fuyons, » dit Marc avec détermination. « Fais tes bagages avec seulement le nécessaire. Nous avons peut-être 1 heure avant que Victor envoie plus d'hommes. » Elena se leva et alla vers un petit coffre dans le coin. Elle en sortit quelques vêtements et quelques possessions précieuses, et un sac d'herbes séchées. « Qu'est-ce qu'on fait des corps ?» demanda-t-elle en désignant les vampires tombés. « Ils se désintégreront en poussière dès que le soleil se lèvera, » expliqua Marc. « Un avantage de notre espèce. Nous laissons rarement des preuves. » Pendant que Lena faisait ses bagages, elle remarqua comment Marc examinait les blessures de son combat. De nouvelles griffures s'étendaient sur ses bras, et les anciennes blessures saignaient à nouveau. « Tu as besoin de soins médicaux, » dit-elle en oubliant momentanément sa propre situation dangereuse. « Ça guérira, » assura Marc, mais Elena vit comment il grimaça quand il essaya de bouger son bras gauche. « Non, ça ne guérira pas, pas si nous voyageons pendant des heures. » Elena sortit son sac d'herbes. « Assis-toi, cela ne prendra qu'un moment. » Marc voulut protester, mais l'expression déterminée dans les yeux d'Elena le fit se taire. Il s'assit sur la chaise qu'elle lui désigna et l'observa préparer habilement une pâte de différentes herbes. « Tu sais que je suis un monstre, » dit-il doucement pendant qu'elle nettoyait ses blessures. « Un prédateur, tu devrais fuir loin de moi, pas soigner mes blessures. » Elena arrêta son travail et le regarda dans les yeux. « J'ai vu comment tu as combattu contre ces autres. Tu aurais pu me livrer à Victor pour sauver ta propre vie, mais tu ne l'as pas fait. Peut-être que j'avais simplement d'autres plans pour toi, » dit Marc, mais sa voix ne sonnait pas convaincante. Elena sourit faiblement. « Possible, mais je ne crois pas que les monstres se sacrifieraient pour quelqu'un qu'ils ont rencontré. » Il y a seulement quelques heures, pendant qu'elle bandait ses blessures, Marc raconta plus sur le monde dans lequel elle était sur le point d'entrer. Il parla de son père, Vlad Dracula, un dirigeant qui régnait sur les clans vampires de l'Est depuis plus de 800 ans. Il décrivit le château majestueux dans les Carpates, où vampires et humains loyaux vivaient dans une paix fragile. « Il y a des règles, » expliqua-t-il, « des règles strictes que notre espèce doit suivre. Nous ne tuons pas de façon arbitraire, nous ne transformons personne sans son consentement, et nous ne nous mêlons pas des affaires humaines, à moins qu'elles ne nous concernent directement. » Mais Victor Báthory ne suit pas ces règles. Le visage de Marc s'assombrit. Victor croit que ces règles nous rendent faibles. Il voit les humains comme du bétail, qui devrait être élevé et récolté. Sa vision est de créer un monde où les vampires règnent ouvertement, et les humains leur servent de source de nourriture. Elena frissonna à cette pensée, et il pense que comme sang l'aiderait, le sang d'empire est spécial, expliqua Marc prudemment.
Il confère aux vampires des pouvoirs supplémentaires, guérison renforcée, résistance à nos quelques faiblesses, sens accru. Un vampire qui consomme régulièrement du sang d'empire devient pratiquement invincible. Consomme régulièrement, répéta Elena d'une voix atone. Cela signifie, il te garderait en vie, dit Marc rapidement, mais en tant que prisonnière, une fontaine vivante pour son pouvoir. Elena termina silencieusement le traitement de ses blessures. Quand elle eut fini, elle emballa le reste de ses affaires. Ce n'était pas grand-chose, quelques vêtements, ses herbes, quelques objets sentimentaux de sa grand-mère, et un vieux journal qu'Elisabeth Dracul avait laissé. « Prête ?» demanda Marc en se levant. Ses mouvements étaient déjà plus fluides, grâce au traitement d'Elena. Elena jeta un dernier regard à travers son petit cottage. Ce n'avait pas été grand-chose, mais ça avait été son foyer, le seul endroit où elle s'était sentie en sécurité. « Prête ?» dit-elle, bien que son cœur fût lourd. Marc la mena vers la porte arrière. « Nous ne pouvons pas utiliser les routes. Victor les fera surveiller. Nous devons passer par la forêt. » La nuit était encore orageuse, mais la pluie la plus forte avait cessé. Marc se déplaçait avec la sûreté d'un prédateur à travers l'obscurité, tandis qu'Elena avait du mal à le suivre. Plusieurs fois, il dut s'arrêter et l'attendre. « Je suis désolée, » allaita-t-elle, après un passage particulièrement difficile, à travers des broussailles denses. « Je n'ai pas l'habitude de courir dans la forêt la nuit. »« Tu te débrouilles bien, » assura Marc. « Nous y sommes presque. Où est là ? Un endroit sûr, un ami me doit une faveur. » Après une autre heure à hâter la forêt sombre, ils atteignirent une petite clairière au centre de laquelle se dressait une cabane rustique. De la fumée s'élevait de la cheminée, et une lumière chaude brillait à travers les fenêtres. Marc frappa à la porte, 3 coups courts, 2 longs, puis 3 courts à nouveau. Un motif compliqué qui était évidemment une sorte de code. La porte s'ouvrit, et une silhouette surprenante apparut. C'était une femme, d'environ 40 ans, avec des cheveux bruns, striés de gris, et des yeux bleus amicaux. Elle portait une simple robe paysanne, et avait l'air absolument normal. « Marc !» s'écria-t-elle, en l'embrassant, « j'avais espéré que tu étais encore vivant. » Les rumeurs sur l'embuscade. « Je vis, Magda, mais j'ai besoin de ton aide. » Le regard de Magda tomba sur Elena. « Et qui est-ce ?»« C'est Elena Dracul, » dit Marc. « Elle est une vampire, » termina Magda la phrase en fixant Elena avec de grands yeux. « Mon Dieu, je peux le sentir, son aura est si forte. » Elena cligna des yeux de surprise. « Tu sais ce que je suis ?» Magda sourit. « Ma chère, je suis une sorcière, bien sûr que je peux sentir ce que tu es. » Elle recula, et les laissa entrer. Entrez vite. La nuit a des yeux et des oreilles. L'intérieur de la cabane était chaud et accueillant. Des herbes séchées pendaient des poutres, et les murs étaient couverts d'étranges symboles, qui semblaient danser à la lumière des bougies. « Asseyez-vous, » dit Magda en désignant une grande table en bois. « Vous avez tous les deux l'air de pouvoir utiliser un repas chaud et un endroit sûr pour vous reposer. » Pendant que Magda s'affairait dans sa cuisine, Marc lui raconta les événements de la nuit. La sorcière écouta en silence, hoquant occasionnellement la tête, et son visage devint de plus en plus sérieux. « Victor n'abandonnera pas, » dit-elle finalement. « Pas avec une vampire de cette force. » Elle regarda. « Elena, as-tu déjà découvert d'autres capacités ? » « D'autres capacités ? Eh bien, tu as pu brûler le vampire par le toucher. C'est une capacité défensive. Mais les vampires ont souvent d'autres talents aussi. Sens renforcé, la capacité de sentir les vampires, parfois même une magie limitée. » Elena pensa à l'étrange clarté qu'elle avait ressentie pendant le combat. Je pouvais voir leurs mouvements, comme s'ils ralentissaient. Magda hocha la tête en connaisseur. Distorsion temporelle. Un don très puissant. Elle se tourna vers Marc. Tu dois l'amener à ton père aussi vite que possible. Elle n'est pas en sécurité ici. Je sais, mais les routes directes seront surveillées. Il y a un autre chemin, dit Magda pensivement, à travers les anciens tunnels sous les montagnes. Mais c'est dangereux. Plus dangereux que Victor ? Demanda Marc. Non, admit Magda. Mais les tunnels sont scellés depuis des siècles. Il y a des choses là-dessous, de vieilles choses. Elena écoutait leur échange avec un malaise croissant. Peut-être que je devrais simplement disparaître, dit-elle, me cacher quelque part où personne ne peut me trouver. Tous deux se tournèrent vers elle. Cela ne marcherait pas, dit Marc doucement.
Les vampires ont un excellent odorat. Victor pourrait te traquer jusqu'au bout du monde. Et en plus, ajouta Magda, tu te caches déjà toute ta vie. N'est-il pas temps de découvrir qui tu es vraiment? Elena se tut. La sorcière avait raison. Toute sa vie, elle s'était sentie comme une étrangère, différente de tous les autres. Maintenant elle découvrait enfin pourquoi. Qu'est-ce qui arrive si nous atteignons le château? Demanda-t-elle. Et après, Victor n'oserait pas attaquer directement. Mais mon père devra décider que faire avec toi. Tu es trop puissante pour être ignorée, mais aussi trop dangereuse pour rester incontrôlée. Elena sentit un frisson de peur. Qu'est-ce que tu veux dire par « il pourrait exiger que tu te joignes à la communauté vampirique ». Complètement. Tu veux dire, me faire transformer en vampire? Marc hocha lentement la tête. C'est possible. Elena se leva brusquement. Non, absolument pas. Elena, non. Elle pivota vers lui. Je ne veux pas abandonner mon humanité. Je ne veux pas devenir un monstre. Tu ne deviendrais pas un monstre. Tu ne deviendrais pas un monstre, dit Marc calmement. Tu resterais toi-même, seulement, plus quoi? Plus de soif de sang, plus d'envie de tuer? Ce n'est pas si simple, intervint Magda. Les vampires ne sont pas les monstres des histoires, Elena. Ils sont une espèce différente d'êtres vivants, avec leur propre culture et leurs propres valeurs, avec le besoin de se nourrir de sang humain. C'est vrai, admit Marc, mais cela ne doit pas signifier tuer des humains. Il y a des arrangements. Elena le fixa. Des arrangements, Magda s'éclaircit la gorge. Il y a des humains qui donnent volontairement leur sang. En échange, ils reçoivent protection, une longue vie, et parfois d'autres avantages. Cela sonne encore comme de l'exploitation. Pas plus que toute autre relation sociale, argumenta Marc. Les humains travaillent pour les vampires protègent les humains, c'est un échange. Elena se rassit, submergée par tout ce qu'elle avait appris. Il y a 24 heures, elle était une simple guérisseuse qui menait une vie tranquille, bien qu'isolée. Maintenant elle était en fuite de puissants vampires, et toute son identité était remise en question. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. Le temps que nous n'avons pas, lui rappela Marc doucement. Magda se leva. Vous êtes tous les deux épuisés, reposez-vous aujourd'hui. Demain soir, nous pourrons parler des tunnels. Elle mena Elena vers une petite chambre à l'arrière de la cabane. Elle était spartiate, mais propre et confortable. La décision t'appartient, dit Magda avant de partir, mais souviens-toi, parfois nous devons devenir ce que nous craignons pour protéger ceux que nous aimons. Seule, Elena s'assit sur le lit étroit, et regarda par la petite fenêtre dans l'obscurité. Quelque part là-dehors, Victor Báthory attendait avec ses partisans, et quelque part ailleurs attendait un monde plein de vampires et de magie dont elle n'avait jamais su qu'il existe. Elle ouvrit le vieux journal de sa grand-mère qu'elle avait apporté. Élisabeth le lui avait légué, mais Elena ne l'avait jamais lu complètement. Maintenant elle feuilletait lentement les pages jaunies, cherchant des indices sur sa vraie origine. La plupart des entrées traitaient de choses quotidiennes, recettes de remèdes, notes sur les villageois, observations sur le temps. Mais vers la fin du livre, Elena trouva quelque chose d'intéressant. La malédiction de notre lignée est aussi notre bénédiction, avait écrit Elisabeth. Nous ne sommes ni tout à fait humains, ni tout à fait l'autre, mais quelque chose entre les deux. Ce fardeau sera transmis à la génération suivante, jusqu'à ce qu'une vienne qui soit assez forte pour trouver l'équilibre. Elena continua à lire, son cœur battant plus vite. Je le vois dans mes rêves, une grande guerre entre les enfants de la nuit et les enfants du jour, et au milieu se tient une jeune femme avec mes yeux et la marque du croissant de lune, qui doit décider quel côté va gagner. La page se terminait. Elena tourna la page, mais les pages suivantes étaient vierges. Un léger coup à sa porte interrompit ses pensées. Entrez, appela-t-elle. Marc entra et Elena remarqua qu'il s'était changé. Il portait maintenant des vêtements de voyage sombres et ressemblait à un noble voyageant incognito. Je voulais m'assurer que tu allais bien, dit-il, aussi bien qu'on peut s'y attendre dans les circonstances. Elena leva le journal. Ma grand-mère savait quelque chose. Elle a écrit sur une guerre, sur quelqu'un avec mes caractéristiques qui jouerait un rôle important. Marc s'assit sur la chaise près du lit. Magda a mentionné quelque chose de similaire. Les sorcières sont parfois visionnaires. Crois-tu que tout cela est prédestiné?
Que je n'ai pas de vrai choix? Mark réfléchit un moment. Je crois que nous devons tous prendre des décisions, mais certaines personnes ont des décisions plus importantes à prendre que d'autres. Ce n'est pas très réconfortant. Non, admit Mark, mais c'est honnête. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Elena étudia son visage dans la faible lumière de la bougie. Il était sans aucun doute beau d'une manière étrangère, presque inhumaine. Et elle commençait aussi à voir autre chose, une profondeur de tristesse dans ses yeux qui parlaient de siècles de solitude. « Quel âge as-tu vraiment ?» demanda-t-elle. « 250 ans, l'hiver prochain. » Elena siffla doucement. « Tu as l'air d'avoir la fin de la vingtaine, l'âge auquel j'ai été transformée. » Mark toucha inconsciemment son visage. « Parfois j'oublie comment je dois paraître aux humains. Est-ce solitaire, vivre si longtemps ?» Mark sourit tristement. « Parfois, on voit des générations aller et venir. On perd des amis, on observe le monde changer tandis qu'on reste le même. Pourquoi t'es-tu fait transformer alors ?»« Je n'avais pas le choix, » dit Mark doucement. « J'étais mourant, empoisonné par un rival de mon père. La transformation était le seul moyen de sauver ma vie. Le regrettes-tu ?» Mark réfléchit longtemps. « Parfois, mais alors je pense à toutes les personnes que j'ai pu protéger, tout le bien que j'ai pu faire parce que j'étais assez fort. C'est un compromis. » Elena hocha la tête pensivement. Magda a dit qu'il y avait d'autres dont il y en avait, mais la plupart des lignées se sont éteintes ou ont disparu. Tu es la première que je rencontre depuis plus d'un siècle. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Le visage de Mark s'assombrit. Certains ont été chassés et capturés par des vampires comme Vic. D'autres ont essayé de se cacher et ont perdu leur capacité spéciale au fil des générations. Et certains, il fit une pause. Certains quoi? Certains sont devenus fous. Le pouvoir d'un vampire peut être écrasant, surtout s'il n'est pas correctement entraîné. Elena sentit un frisson de peur. Cela pourrait-il m'arriver? Pas si tu es correctement guidé, assura Mark rapidement. C'est une autre raison pour laquelle tu devrais aller chez mon père. Il a de l'expérience avec les êtres spéciaux. Dehors, le vent hurla à nouveau, et Elena entendit le grattement de branches aux fenêtres, mais cela ne sonnait pas naturel, cela sonnait comme si quelqu'un essayait d'entrer. Mark l'entendit aussi, il fut immédiatement debout, ses sens tendus. « Resta ici », chuchota-t-il en allant vers la porte, mais Elena le suivit quand même. Ils se glissèrent vers la pièce principale, où Magda était déjà éveillée, et préparait ses sorts de défense. « Combien ?» demanda Mark doucement. « Au moins 6, répondit Magda sans lever les yeux des runes qu'elle dessinait hâtivement sur le seuil. « Mais cela ne les retiendra pas longtemps. » Le grattement aux fenêtres devint plus fort, accompagné d'un grognement bas. « Les tunnels, » dit Mark, avec détermination. « Nous devons partir maintenant. » Magda hocha la tête. L'entrée est dans la cave, mais Elena, quoi? Les tunnels amplifieront tes capacités, tu dois être prête pour ce que tu pourrais ressentir là. Avant qu'Elena puisse demander ce que cela signifiait, la fenêtre avant explosa vers l'intérieur, des silhouettes sombres se déversèrent à l'intérieur, leurs yeux brillants rouges dans l'obscurité. Trop tard pour les explications, grogna Mark en saisissant la main d'Elena. Magda les mena par une porte cachée derrière sa cheminée dans une cave de pierre. Elena pouvait entendre les cris et le fracas du bois qui se brisait derrière eux tandis que les hommes de Victor détruisaient la cabane. « Ils pourront suivre notre odeur, » dit Mark pendant qu'ils descendaient les marches raides. « Pas à travers ces tunnels, » répondit Magda en les menant vers un mur qui semblait complètement nord. Elle posa sa main sur une pierre particulière, murmura quelques mots dans une langue qu'Elena ne reconnaissait pas, et le mur glissa de côté. Derrière bâillait un tunnel sombre d'où s'écoulait un air froid et humide. Elena pouvait entendre d'étranges sons, un écho qui venait de loin, et un murmure qui n'était pas tout à fait humain. « Les tunnels sont plus anciens que la civilisation vampirique, » expliqua Magda en allumant des torches. « Ils ont été construits par autre chose, quelque chose qui était ici avant que les humains ou les vampires colonisent cette terre. »« Quoi comme autre chose ?» demanda Elena nerveusement. « Personne ne le sait exactement. Mais les tunnels ont des propriétés. Ils amplifient les capacités surnaturelles et montrent parfois des visions du passé. » Mark prit la main d'Elena. « Reste près de moi. Quoi que tu vois ou entendes, n'oublie pas que c'est le passé. » Ils entrèrent dans le tunnel et immédiatement Elena sentit un changement. L'air semblait vibrer d'énergie,
et sa peau picotait comme si elle était touchée par des étincelles invisibles. Ses sens devinrent plus aiguisés. Elle pouvait entendre le battement de cœur de Marc, sentir la respiration de Magda, et même percevoir le mouvement de minuscules insectes dans les murs. Impressionnant, murmura Marc. Ton aura devient de plus en plus fort. Le tunnel était assez large pour 2 personnes côte à côte et assez haut pour que même Marc n'ait pas besoin de se baisser. Les murs étaient faits d'une pierre sombre qui ne semblait pas tout à fait naturelle, et à intervalles réguliers, d'étranges symboles étaient gravés. Après environ 20 minutes de marche, Elena commença à entendre des voix. « Entends-tu cela » chuchota-t-elle. Marc et Magda s'arrêtèrent et écoutèrent. « Qu'entends-tu » demanda Magda. « Des voix, des gens qui parlent. » « Non, qui crient. » Marc et Magda échangèrent un regard inquiet. « Ce sont les échos » expliqua Magda. « Le tunnel stocke des fragments de tout ce qui s'est jamais passé ici. La plupart des gens ne peuvent pas les entendre. » Mais Elena les entendait clairement, et ils devenaient plus forts. Voix dans différentes langues, certaines dans des dialectes qu'elle ne connaissait pas. Certaines sonnaient désespérées, d'autres en colère, d'autres encore tristes. Soudain, les murs autour d'eux scintillèrent, et Elena vit des images. D'abord seulement des ombres, puis des visions plus claires. Elle vit des gens en vêtements médiévaux, courant à travers le même tunnel, poursuivis par quelque chose de sombre. Elle vit des vampires, mais ceux-ci semblaient différents de Marc, plus sauvages, plus primitifs, et elle vit d'autres êtres, des créatures qu'elle ne pouvait identifier. « C'est comme si je regardais à travers le temps », chuchota Elena. « C'est exactement ce que tu fais », confirma Magda. Ces tunnels ont été témoins de siècles d'histoire. Une vision particulièrement vivide fit s'arrêter Elena. Elle vit une femme qui lui ressemblait beaucoup, les mêmes yeux dorés, les mêmes cheveux sombres. La femme combattait plusieurs vampires et les vainquait à main nue, ses mains brillant d'une lumière brûlante comme celle d'Elena. « Qui était-ce » demanda Elena, allaitante. Marc suivit son regard, mais il ne pouvait pas voir la vision. « Que vois-tu » Elena décrivit ce qu'elle avait vu, et Magda hocha la tête en connaisseur. Cela pourrait avoir été Jeanne Dracul, ton arrière-arrière-grand-mère. Les histoires disent qu'elle était la vampire la plus puissante de son temps. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a disparu un jour. Certains disent qu'elle a été tuée. D'autres croient qu'elle s'est retirée dans ces tunnels et est devenue autre chose. Un bruit fort derrière eux interrompit la conversation, le grincement de pierre contre pierre. Ils ont trouvé l'entrée, dit Marc, sombrement. Nous devons nous dépêcher. Ils se déplacèrent plus rapidement à travers le tunnel, mais Elena ne pouvait s'empêcher de voir les visions. Chaque virage du chemin apportait de nouvelles images du passé. Elle vit des guerres entre vampires et humains, des rituels magiques, et toujours à nouveau des membres de sa propre famille. « Pourquoi le tunnel me montre-t-il tout cela ?» demanda-t-elle. « Peut-être essaie-t-il de te dire quelque chose ?» répondit Magda. « Ces tunnels ont leur propre conscience. Ils choisissent à qui ils révèlent leurs secrets. » Après une autre heure, ils atteignirent une grande chambre souterraine. Le tunnel se terminait ici, mais il y avait plusieurs autres passages qui menaient dans différentes directions. « Lequel prenons-nous » demanda Marc. Magda hésita. « Je ne suis venue ici qu'une fois, il y a de nombreuses années, mais je crois… » Elle désigna le tunnel du milieu. Celui-ci mène vers les Carpates. Elena sentit autre chose, une sorte d'attraction, un sentiment instinctif qui la dirigeait dans une direction différente. « Non, » dit-elle, « par ici. » Elle désigna un tunnel à droite. « Es-tu sûre » demanda Marc. Elena hocha la tête, bien qu'elle ne puisse expliquer d'où venait sa certitude. « Quelque chose m'attire dans cette direction. » Ils prirent le tunnel d'Elena, et immédiatement l'atmosphère devint différente. Les murs ici étaient couverts de symboles plus complexes, et l'air bourdonnait d'énergie. « Ce tunnel est plus ancien » remarqua Magda, « beaucoup plus ancien. » Les visions qu'Elena vit ici étaient aussi différentes. Au lieu de scènes historiques, elle vit des images du futur, ou de futurs possibles. Elle se vit dans un grand château, entouré de vampires. Elle vit des guerres entre êtres surnaturels, et elle vit Marc, mais il semblait différent, plus puissant, plus dangereux. Une vision était particulièrement troublante. Elle se vit avec des crocs allongés, et des yeux brillants, régnant sur une ville en flammes. « Que vois-tu maintenant » demanda Marc, qui remarqua sa confusion. « Je me vois » chuchota Elena, « mais en tant que vampire. Et je vois… » Elle s'arrêta, pas sûre de vouloir le dire. « Quoi » Destruction, mort, comme si je devenais ce qu'est Victor. Marc s'arrêta, et se tourna vers elle. « Elena, ce ne sont que des futurs possibles. Rien de cela n'est déterminé. Mais si c'était le cas, et si, quand je deviens vampire, je perds le contrôle, tu ne le feras pas, dit Marc avec conviction.
Tu as un bon cœur, cela ne change pas par la transformation. Comment peux-tu en être sûr? Marc hésita. Parce que je te connais, tu me connais depuis un jour. Parfois cela suffit, dit Marc doucement. Magda s'éclaircit la gorge. Nous devrions continuer. Plus nous restons ici longtemps, plus nous donnons de temps aux hommes de Victor pour nous trouver. Ils continuèrent leur chemin, mais Helena ne pouvait s'empêcher de penser aux visions. Était-il possible qu'elle soit destinée à devenir un monstre? Ou y avait-il un autre chemin? Après plusieurs heures, ils atteignirent finalement la fin du tunnel. Un escalier de pierre menait vers le haut, jusqu'à une lourde porte de bois, renforcée de ferrures de fer. « Où sommes-nous » chuchota Helena. Magda examina la porte et les symboles autour d'elle. « Si je ne me trompe pas, nous sommes sous une vieille église dans les montagnes. Nous nous sommes beaucoup rapprochés du château Dracula. » Marc écouta à la porte. « Je n'entends rien, cela semble sûr. » Il poussa prudemment contre la porte, et elle s'ouvrit avec un léger grincement. Derrière se trouvait une crypte dont les murs étaient couverts de pierres tombales anciennes. Une faible lumière de lune filtrait à travers de petites fenêtres hautes dans les murs. « Une crypte » murmura Helena en frissonnant. « Bien sûr, beaucoup des anciens tunnels se terminent dans des lieux sacrés » expliqua Magda. Les premiers constructeurs croyaient que le sol consacré offrait une protection supplémentaire. Ils montèrent prudemment les escaliers vers l'église principale. Le bâtiment était évidemment abandonné depuis des années. La poussière reposait épaisse sur les bancs, et des toiles d'araignées pendaient du plafond. Mais l'atmosphère était différente de celle des tunnels, plus calme, plus paisible. « À quelle distance sommes-nous encore du château » demanda Helena. « Environ une demi-journée à pied à travers les montagnes » répondit Marc. « Mais nous ne pouvons pas voyager à la lumière du jour. Trop dangereux. Alors nous passons la journée ici. Ce n'est pas idéal, mais cet endroit a de forts gardiens protecteurs. Les hommes de Victor ne s'aventureront pas facilement ici. » Magda examina l'église plus attentivement. « Il y a un clocher, de là-haut, nous pouvons surveiller les environs. » Helena s'assit sur un des bancs, poussiéreux, et contempla la fenêtre de vitrail brisée au-dessus de l'autel. La lumière du petit matin jetait des ombres colorées à travers la pierre. « Marc, dit-elle pensivement, qu'est-ce qui arrive si nous atteignons ton père et qu'il décide que je suis trop dangereuse ?» Marc s'assit à côté d'elle. « Il ne le fera pas, mais si c'était le cas… » Marc resta silencieux un moment. « Alors nous trouverons un autre moyen. » « Quel autre moyen ? » ?»« Je ne sais pas, » admit Marc. « Mais je ne permettrai pas qu'il t'arrive quelque chose. » Helena le regarda avec surprise. « Pourquoi ? Tu me connais à peine. » Marc se tourna vers elle, et elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas tout à fait interpréter. Il y a des connexions entre les gens, entre les êtres, qui ne peuvent être expliquées par le temps ou les circonstances. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je veux dire que je ne me suis pas sentie aussi vivant depuis longtemps qu'en ta présence. Helena sentit son cœur battre plus vite. « Marc, je sais que c'est compliqué, » dit-il rapidement. « Je sais que je suis un vampire et que tu ne sais pas encore ce que tu veux devenir. Mais je ne peux pas prétendre que je ne ressens rien pour toi. » Helena le fixa. Au cours des dernières 24 heures, son monde entier avait été bouleversé, et maintenant un prince vampire vieux de 250 ans déclarait qu'il avait des sentiments pour elle. « C'est fou, » chuchota-t-elle. « Oui, » convint Marc. Salé, Magda s'éclaircit la gorge bruyamment de l'autre côté de l'église. « Aussi touchant que cela soit, nous avons de la compagnie. » Marc fut immédiatement debout, tous ses sens tendus. « Combien ? 3, peut-être 4. » Ils encerclent l'église. Helena sentit ses nouvelles capacités réagir. L'étrange clarté revint et elle pouvait sentir à travers les murs de l'église. Il y avait effectivement 4 silhouettes qui s'approchaient du bâtiment. « Ils bougent étrangement », remarqua-t-elle. « Étrangement comment ?» demanda Marc. « Pas comme les autres vampires, plus lentement, mais plus menaçant. » Marc fronça les sourcils. Victor n'enverrait pas ses meilleurs hommes pour une poursuite simple. Ce doivent être d'autres. Qui d'autre cela pourrait-il être? De vieux vampires, dit Magda sombrement. Les vraiment anciens, ceux qui datent encore d'avant les règles. Un coup fort à la porte principale de l'église les fit tous se figer. C'était un coup lent et méthodique qui résonnait à travers tout le bâtiment. Les vampires ne peuvent pas entrer sur un sol consacré, chuchota Helena. Les vampires normaux non, corrigea Marc. Mais les vraiment anciens ont trouvé des moyens de contourner de telles restrictions. Les coups s'arrêtèrent, et une voix appela de l'extérieur.
Elle parlait dans une langue qu'Helena ne reconnaissait pas, mais les mots sonnaient comme une incantation. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda Helena. Le visage de Marc était devenu pâle. « Il nous demande de sortir, il dit qu'ils veulent la fille d'Empire, et qu'ils sont prêts à attendre. »« Attendre quoi ? Jusqu'à ce que nous mourions de faim, » dit Magda. « Les vampires peuvent attendre des jours sans bouger. » Helena alla à la fenêtre, et regarda prudemment dehors. Ce qu'elle vit lui glaça le sang dans les veines. 4 silhouettes se tenaient dans les ombres autour de l'église. Elles portaient des manteaux sombres, et ne bougeaient pas, mais même à distance, elle pouvait sentir qu'elles étaient anciennes, très anciennes. « À quel point sont-elles anciennes ?» demanda-t-elle. Marc vint à la fenêtre près d'elle. Celui là-bas, il désigna une silhouette particulièrement grande, pourrait avoir 1000 ans, peut-être plus, et elles me veulent toutes. Le sang d'Empire est précieux, expliqua Marc prudemment, surtout pour les vieux vampires. Il peut régénérer leur force déclinante. Helena se retourna brusquement. Tout le monde veut seulement mon sang. Toi, Victor, ces vieux vampires, personne ne me veut en tant que personne. Ce n'est pas vrai, protesta Marc, n'est-ce pas? Helena rit amèrement. Tu as dit toi-même que le sang d'Empire a une valeur spéciale. Comment puis-je savoir que tu ne veux pas la même chose que les autres? Marc saisit ses mains. Parce que j'ai eu l'occasion de prendre ton sang, quand tu soignais mes blessures, j'aurais pu te subjuguer, mais je ne l'ai pas fait. Helena voulut répondre, mais Magda l'interrompit. Elles font quelque chose, dit la sorcière en désignant par la fenêtre. Les 4 vieux vampires s'étaient positionnés en cercle autour de l'église, et commençaient à chanter. C'était une mélodie sombre et hypnotique, qui transperçait Helena jusqu'à la moelle. Un sort de bannissement, reconnut Magda. Elles essaient d'affaiblir les gardiens protecteurs de l'église. Combien de temps cela prendra-t-il? Demanda Marc. À leur âge et leur pouvoir, pas longtemps. Helena sentait déjà un changement dans l'atmosphère. Le paix tranquille de l'église était remplacé par quelque chose de plus sombre. Il doit y avoir une autre sortie, dit-elle. Magda secoua la tête. J'ai déjà examiné l'église. Il n'y a que la porte principale et une petite fenêtre dans le clocher, mais c'est trop haut. Pas pour un vampire, remarqua Marc. Tu veux m'emmener là-haut? Je pourrais te porter jusqu'à la fenêtre. De là nous pourrions aller sur le toit et puis les 4 vieux vampires nous poursuivront, interrompit Magda. Ce n'est pas un plan, c'est du suicide. Helena alla à l'autel et fixa le crucifix brisé. Une idée commençait à se former dans sa tête. Et si nous ne nous cachions pas? Dit-elle lentement. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Marc. Les tunnels m'ont montré des visions de mes ancêtres qui combattaient contre les vampires. Et si je pouvais faire la même chose? Helena, c'est trop dangereux. Ce ne sont pas des vampires ordinaires. Je sais. Helena se tourna vers lui, et Marc vit quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait jamais vu auparavant, de la détermination. Mais je suis fatigué de fuir, fatigué que tous les autres décident de mon destin. Magda s'approche. Les vampires ont effectivement des avantages naturels contre les vampires, mais 4 à la fois. Alors je vous aiderai, dit Marc. Helena secoua la tête. Tu es blessée et affaiblie. Et combattre ta propre espèce. Elles ne sont pas de mon espèce, dit Marc avec une dureté dans la voix qui surprit Helena. Mon espèce ne tue pas de façon arbitraire, et ne chasse pas des humains innocents. Le chant à l'extérieur devint plus fort, et Helena pouvait sentir les gardiens protecteurs de l'église s'affaiblir. Elle n'avait plus beaucoup de temps. Si nous faisons cela, dit-elle, quel est le plan? Marc réfléchit. Les vieux vampires sont puissants, mais ils sont aussi fiers. Ils n'attaqueront pas tous en même temps. Ils verront cela comme un sport, nous chasser individuellement. Cela nous donne un avantage, convint Magda. De plus, nous sommes dans un lieu consacré. Cela les affaiblit, même si cela ne les arrête pas. Helena hocha lentement la tête. Alors nous nous battons. Marc saisit sa main. Helena, tu dois comprendre. Si nous faisons cela, il n'y a pas de retour en arrière. Tu seras officiellement impliqué dans la guerre des vampires. Je suis déjà impliqué, répondit Helena. Je l'étais depuis que tu es passé par ma porte. Le chant à l'extérieur atteignit un crescendo et s'arrêta soudainement. Le silence qui suivit était encore plus menaçant que le chant. Elles arrivent, chuchota Magda. Helena respira profondément et sentit le pouvoir s'éveiller dans ses veines. Ses mains commencèrent à briller de la même lumière brûlante qu'elle avait déjà expérimentée. Je suis prête, dit-elle.
La porte principale de l'église explosa vers l'intérieur. Le premier vampire qui traversa la porte détruite était une silhouette de cauchemar, plus de 2 mètres de haut, avec de longs cheveux argentés et des yeux comme des charbons ardents. Sa peau était si pâle qu'elle semblait presque transparente, et Elena pouvait voir les veines sombres en dessous. « Bonjour », dit-il d'une voix comme du bois qui craque. Quelle joie de rencontrer enfin la fameuse enfant d'Empire. Marc se plaça de façon protectrice devant Elena. « Seigneur Corvinus, je n'aurais pas pensé que vous vous intéresseriez à de si basses affaires. » Le vieux vampire sourit, et Elena vit des crocs qui semblaient plutôt appartenir à un prédateur qu'à un être humanoïde. Basse affaire. Mon cher prince Marc, le sang d'un vrai d'empire est tout sauf une basse affaire. 2 autres vampires entrèrent dans l'église, suivis d'un 4e. Elena remarqua qu'ils avaient tous l'air différents, comme s'ils venaient d'époques différentes de l'histoire. Dame Bathory, reconnut Marc, l'une des silhouettes féminines. Je vois que la famille se rassemble. Victor est mon descendant, dit la femme d'une voix comme du miel froid. Mais je suis beaucoup plus ancienne dans mes méthodes. Elena sentit le pouvoir dans ses mains devenir plus fort. La lumière brûlante devint plus intense et elle pouvait voir les vampires reculer avec malaise. Intéressant, murmura Seigneur Corvinus. L'enfant montre déjà un pouvoir considérable. Un pouvoir qui nous appartiendra, dit un des autres vampires. Sur mon cadavre, grogna Marc. Cela peut s'arranger, répliqua Dame Bathory. Elena s'avança devant Marc. Vous me voulez? Alors venez me chercher. Les 4 vieux vampires échangèrent des regards surpris. Évidemment, ils ne s'étaient pas attendus à ce qu'elle se défende. Courageuse, dit Seigneur Corvinus avec approbation. J'aime cela, cela rendra le sang plus doux. La première attaque vint sans avertissement. Un des vampires son homme se jeta avec une vitesse surhumaine sur Elena. Mais elle était prête. Au moment où il la toucha, toute l'énergie dans ses mains se déchargea. Le vampire cria et fut projeté à travers l'église. Il frappa contre un mur de pierre et ne bougea plus. Impressionnant, dit Dame Bathory. Mais vous êtes encore 4 contre 2. Croix, corrigea Magda en sortant de l'ombre. Ses mains brillaient d'un type différent d'énergie, violet au lieu du doré d'Elena. Une sorcière, se moqua Seigneur Corvinus. Comme Kent, mais Elena vit la prudence dans ses yeux. 3 contre 3 étaient de meilleures chances, même si les vampires étaient plus anciens et plus forts. Le combat commença vraiment quand Marc se jeta sur Dame Bathory. Les 2 bougeaient si vite qu'Elena pouvait à peine suivre leurs mouvements. Ils combattaient avec une élégance mortelle, leurs coups et esquives comme une danse mortelle. Magda combattait contre un des autres vampires, utilisant sa magie pour créer des barrières de lumière qui bloquaient ses attaques. Cela laissa Elena seule avec Seigneur Corvinus. « Eh bien, ma chère, dit-il en l'ensaclant lentement, montre-moi ce que le sang vasilescu peut vraiment faire. » Il attaqua, mais pas avec une vitesse brute comme les autres. Ses mouvements étaient calculés, précis. Elena esquiva, mais de justesse. « Tu combats comme un amateur, » menta-t-il en lançant une autre attaque. Force pure sans technique. Elena se baissa sous ses griffes et riposta. Sa main brillante toucha son bras, et il siffla de douleur. « Mais tu as du potentiel, » admit-il. Ils combattirent à travers l'église, détruisant des bancs et des statues. Elena apprenait rapidement, mais Seigneur Corvinus avait des siècles d'expérience. Lentement, il la poussa dans un coin. « Assez joué, » dit-il et tendit la main vers sa gorge. Elena saisit le crucifix brisé de l'autel et le lui enfonça dans la poitrine. Le vieux vampire rugit de douleur et de rage, mais le métal consacré lui causait de vrais dommages. Petite, il se balança vers elle, mais Elena roula sur le côté. Soudain elle entendit Marc crier. Elle se retourna et vit que Dame Bathory l'avait mise à terre. Ses griffes étaient à sa gorge. « Abandonne, petit vampire », appela-t-elle, ou le prince meurt. Elena se figea. Autour d'elle, le combat continuait. Magda tenait encore son adversaire en échec, mais elle semblait fatiguée. Sa magie s'affaiblissait. « Quelle est ta décision ?» demanda Dame Bathory. Elena regarda entre Marc et Seigneur Corvinus. Le vieux vampire attendait patiemment, un sourire cruel sur son visage. « Laisse-le partir, » dit Elena finalement. « Je viendrai volontairement avec vous. »« Elena, non !» cria Marc. « C'est ma décision, » dit-elle fermement. Dame Bathory sourit triomphalement. « Comme c'est touchant. »
le grand amour. Mais quand Elena voulut se rendre, quelque chose d'inattendu arriva. L'air dans l'église commença à bourdonner d'un nouveau type d'énergie. Les fenêtres vibrèrent, et de la poussière ruissela du plafond. Qu'est-ce que, commença Seigneur Corvinus. Soudain le mur arrière de l'église explosa. À travers l'ouverture entrèrent, au moins une douzaine de vampires, mais ceux-ci portaient des bannières avec les armes de la famille Dracula. À leur tête, marchait un vampire qui ressemblait beaucoup à Marc, mais semblait plus âgé et avait une aura de pouvoir autour de lui qu'Elena pouvait sentir même, à distance. Père, haleta Marc. Vlad Dracula, le légendaire prince vampire, entra dans l'église avec une présence qui fit taire tous les présents. Seigneur Corvinus, dit-il d'une voix comme l'autorité tonnante, Dame Bathory, qu'est-ce qui vous amène sur mon territoire? Vlad, répondit Seigneur Corvinus prudemment, nous poursuivons une affaire privée qui concerne mon fils et sa protégée. Les yeux de Vlad brillaient dangereusement. Je ne pense pas. Elena fixa le légendaire prince vampire. Il n'était pas le monstre des histoires. Il était élégant, puissant, et elle pouvait voir une intelligence profonde dans ses yeux. La fille d'Empire n'appartient à personne, déclara Vlad. Elle est sous ma protection personnelle. Depuis quand les Dracula protègent-ils les d'Empire? Demanda Dame Bathory avec moquerie. Depuis que mon fils a risqué sa vie pour la protéger, répondit Vlad. Cela fait d'elle de la famille. Elena sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine à ces mots. Famille, cela faisait longtemps qu'elle avait appartenu à une famille. Seigneur Corvinus pesa ses options. Il était puissant, mais contre Vlad Dracula et une douzaine de vampires loyaux, même ses chances étaient minces. Ce n'est pas fini, avertit-il finalement. Oh si ça l'est, dit Vlad, calmement. Quittez mon territoire, immédiatement. Les 4 vieux vampires se retirèrent, mais Selena pouvait voir la colère et la faim dans leurs yeux. Ils reviendraient. Quand ils furent partis, Vlad se tourna vers ses compagnons. Assurez-vous qu'ils partent vraiment, et surveillez les frontières. Les autres vampires s'inclinèrent et disparurent aussi rapidement qu'ils étaient venus. Vlad alla vers Marc et l'aida à se lever. Mon fils, tu as l'air terrible. Je vais bien, père. Vlad se tourna vers Elena. Et vous devez être la fameuse fille d'Empire. Elena hocha nerveusement la tête. Votre Majesté. Vlad sourit, un sourire étonnamment chaleureux. Juste Vlad, nous ne sommes pas à la cour ici. Il l'étudia attentivement. Vous avez un pouvoir considérable, je peux le sentir. Comment nous avez-vous trouvé? Demanda Marc. J'ai suivi votre piste depuis la cabane de Magda. Quand j'ai vu que les vieux vampires vous chassaient, j'ai amené des renforts. Magda s'avança. Seigneur Dracula, c'est un honneur. Magda, tu as l'air bien. Vlad se tourna à nouveau vers Elena. Ma chère, nous avons beaucoup à discuter, mais d'abord nous devons aller dans un endroit plus sûr. Où? Demanda Elena. Vlad sourit. À la maison, au château Dracula. Le voyage vers le château dura le reste de la journée. Vlad avait amené des chevaux, et ils chevauchèrent à travers des paysages montagneux qui devenaient de plus en plus sauvages et isolés. Elena chevaucha à côté de Marc et observa le paysage changer. Elle quittait les régions qu'elle connaissait, et entrait dans un monde qui semblait plus ancien et plus mystérieux. « Es-tu nerveuse ?» demanda Marc. « Devrais-je l'être ?» Marc réfléchit. « Mon père est un homme bon, mais il est aussi un dirigeant. Il doit penser au bien de son peuple, et s'il décide que je suis une menace, il ne le fera pas, » dit Marc, mais Selena entendit l'incertitude dans sa voix. Quand le soleil se coucha, ils atteignirent finalement le château Dracula. Elena avait entendu des histoires sur le célèbre château, mais la réalité dépassait toutes ses attentes. Le château s'élevait de la roche vivante des montagnes, comme s'il était taillé dans la pierre elle-même. De hautes tours s'élançaient en le ciel, et une lumière chaude coulait de centaines de fenêtres. Il ne ressemblait pas à la forteresse sombre des histoires d'horreur, mais plutôt à un palais. C'est magnifique, chuchota Elena. Attends de le voir de l'intérieur, dit Marc en souriant. Ils chevauchèrent à travers plusieurs portes et cours, chacune plus impressionnante que la précédente. Elena vit des vampires et des humains qui travaillaient ensemble. Gardes, servantes, artisans, c'était comme une petite ville. Combien d'humains vivent ici? Demanda-t-elle. Environ 500 vampires et 200 humains, répondit Vlad, qui était venu chevaucher à côté d'elle. Ils ont tous choisi volontairement de vivre ici.
volontairement, les humains ici sont des partenaires, pas des prisonniers. Ils travaillent avec nous, et reçoivent en échange protection, une longue vie et d'autres avantages. Helena était fascinée, cela contredisait tout ce qu'elle avait cru sur les vampires. Ils s'arrêtèrent devant l'escalier principal du château, descendit de cheval et offrit sa main à Helena, pour l'aider à descendre. « Bienvenue dans ma demeure », dit-il formellement. L'intérieur du château était encore plus impressionnant que l'extérieur. Au plafond, tapisserie artistique, et des meubles qui avaient survécu des siècles, mais cela se sentait vivant, habité, pas comme un musée. Helena sera logée dans les appartements bleus, instruisit Vlad, un serviteur. Elle doit avoir tout ce dont elle a besoin. Ce n'est pas nécessaire, protesta Helena. Je ne suis qu'une invitée. Vous êtes beaucoup plus que cela, dit Vlad, sérieusement, mais nous en parlerons demain. Ce soir, reposez-vous. Helena fut menée vers une série de pièces luxueuses, une chambre avec un lit assez grand pour 4 personnes, une salle de bain avec une baignoire en marbre noir, et un dressing rempli de robes à sa taille. D'où Seigneur Dracula fait toujours préparer des vêtements en différentes tailles, expliqua la servante qui l'avait guidée. On ne sait jamais quand des invités arrivent. Helena choisit une simple robe bleue, et prit un long bain. C'était la première fois depuis des jours qu'elle se sentait propre et en sécurité. Quand elle eut fini, quelqu'un frappa à sa porte. Elle ouvrit et trouva Marc dehors. Il s'était changé et ressemblait au prince qu'il était. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. Submergé, admit Helena. Tout cela est si différent de ce à quoi je m'attendais. Mon père aimerait que tu te joignes à nous pour le dîner. Si tu te sens prête. Helena hocha la tête. Je pense qu'il est temps que j'apprenne ce que signifie être ici. Marc la mena à travers de somptueux couloirs vers une élégante salle à manger. Vlad attendait déjà, avec plusieurs autres vampires qu'Helena n'avait pas encore rencontrés. Helena la salua Vlad. Puis-je vous présenter mon conseil intérieur? Il la présenta à chacun. Dame Morrigan, une vampire qui semblait plus âgée que les autres, était évidemment la conseillère de Vlad. Seigneur Ashki, un vampire britannique responsable des affaires étrangères. Et Dame Catherine, une ancienne noble humaine qui avait été transformée il y a 200 ans. Nous avons beaucoup entendu parler de vous, dit Dame Morrigan avec un sourire chaleureux. Marc nous a parlé de vos capacités remarquables. Le dîner fut une révélation. Helena s'était attendue à ce que les vampires ne se nourrissent que de sang, mais ils mangeaient de la nourriture normale et appréciaient évidemment les arts culinaires. Les vampires peuvent tout manger, expliqua Dame Catherine. Le sang n'est qu'un besoin supplémentaire. Et d'où vient le sang? Demanda Helena prudemment. De donneurs volontaires, répondit Vlad. Des humains qui vivent ici et donnent régulièrement de petites quantités. Ce n'est pas différent de vos banques de sang humaines. Mais vous ne tuez pas? Jamais, dit Vlad, avec emphase. C'est notre loi suprême. Un vampire qui tue est lui-même détruit. Helena commença à comprendre que ces vampires étaient très différents des monstres des histoires. Maintenant, dit Vlad, finalement, nous devons parler de votre avenir. Helena sentit son estomac se serrer. Mon avenir? Vous êtes le premier vrai vampire que nous rencontrons depuis plus d'un siècle, expliqua Dame Morrigan. Votre existence change beaucoup de choses. En quoi? Vlad se pencha en arrière. Il y a des prophéties sur les vampires, d'anciennes prédictions sur leur rôle dans le monde des vampires. Quelle prophétie? Une parle d'un vampire aux yeux dorés, et la marque du croissant de lune qui inaugurera une époque de grands changements, dit Dame Catherine. Une époque où vampires et humains pourront enfin vivre en harmonie ouverte. Helena toucha inconsciemment sa marque de croissant de lune. Et vous croyez que je suis cette personne? Les signes sont là, confirma Vlad. Mais les prophéties sont trompeuses. Elles montrent des possibilités, pas des certitudes. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Seigneur Ashford parla pour la première fois. Cela signifie que vous avez 3 options. Vous pouvez rester ici comme invitée humaine, sous notre protection. Vous pouvez vous faire transformer et devenir l'une de nous. Ou, demanda Helena. Vous pouvez essayer de retourner dans le monde humain, termina Vlad, bien que ce soit très dangereux. Helena resta silencieuse longtemps, et réfléchit à ses options. Ces derniers jours, sa vie avait complètement changé. Elle avait appris des choses sur elle-même, dont elle n'avait jamais rêvé. Qu'est-ce qui arrive si je décide de rester, mais de rester humaine?
Alors vous vivez ici comme notre invité estimé, répondit Dame Catherine. Vous auriez accès à nos bibliothèques, pourriez développer vos arts de guérison, et seriez en sécurité contre Victor et d'autres qui veulent vous faire du mal. Mais, dans 70 ou 80 ans, vous seriez parti. Helena sentit une pointe de tristesse à cette pensée. Dans les quelques jours qu'elle avait passés avec Marc, il était devenu important pour elle. L'idée de le quitter ou qu'ils doivent regarder vieillir et mourir était douloureuse. Et si je me fais transformer, alors vous devenez l'une de nous, dit Vlad, forte, durable et capable d'aider les autres. Mais vous porteriez aussi le fardeau de l'immortalité. Quel fardeau? Dame Morrigan, répondit, devoir regarder le monde humain, changer, perdre des amis. La responsabilité qui vient avec le pouvoir. Helena pensa à la vision qu'elle avait vue dans les tunnels, d'elle-même en vampire destructeur. Et si je perds le contrôle? Et si je deviens ce qu'est Victor? Tu ne le feras pas, dit Marc avec conviction. Ta nature est trop... Comment peux-tu en être si sûr? Vlad répondit, parce que tu as déjà eu le choix de prendre le pouvoir sur les autres, et tu as choisi de ne pas le faire. Dans l'église, tu aurais pu détruire les vieux vampires, mais tu as montré de la retenue. De plus, ajouta Dame Catherine, tu ne serais pas seule, nous t'aiderions tous à comprendre et contrôler ta nouvelle nature. Helena se leva et alla à la fenêtre. Dehors, elle pouvait voir les lumières du château, vampires et humains vivant ensemble paisiblement. Puis-je y réfléchir? Demanda-t-elle. Bien sûr, dit Vlad, ce n'est pas une décision qui doit être précipitée. Après le dîner, Marc mena Helena sur une des terrasses du château. De là, il pouvait surplomber tout le paysage, les montagnes, les forêts et les villages au loin. C'est paisible ici, remarqua Helena. Ça l'est. Mon père a pris des siècles pour construire cette harmonie. Ils restèrent silencieux côte à côte et profitèrent de la tranquillité. Marc, dit Helena, finalement, que penses-tu que je devrais faire? Marc hésita. Je pense que tu devrais faire ce qui te rend heureuse. Ce n'est pas une réponse. Marc se tourna vers elle. Veux-tu la réponse honnête? Helena hocha la tête. Je veux que tu restes. Je veux que tu te fasses transformer, pour que nous puissions passer l'éternité ensemble. Sa voix devint plus douce. Mais je ne veux pas non plus que tu fasses quelque chose que tu pourrais regretter plus tard. Helena sentit son cœur battre plus vite. L'éternité ensemble? Je t'aime, Helena, dit Marc simplement. Je sais que c'est fou, après seulement quelques jours, mais je ne peux pas le nier. Helena le fixa. C'est fou, je sais. J'allais dire que c'est merveilleux, termina Helena sa phrase. Les yeux de Marc s'élargirent. Vraiment? Helena hocha la tête. Je ressens la même chose. Ça n'a aucun sens, mais c'est là. Marc prit ses mains dans les siennes. Alors, reste, deviens l'une de nous. Helena regarda à nouveau le paysage. Peux-tu me promettre que je serai toujours moi-même? Tu seras toujours Helena, assura, seulement plus forte, plus capable d'aider davantage les autres. Helena pensa à son ancienne vie, la solitude, la peur, le sentiment de n'appartenir nulle part, puis elle pensa à ce qu'elle avait trouvé ici, famille, but, amour. J'ai pris ma décision, dit-elle. Le soir suivant, toute la cour du château Dracula se rassembla dans la grande salle. Helena portait une robe blanche, qui avait été spécialement confectionnée pour cette cérémonie. La transformation est un rituel ancien, expliqua Vlad pendant qu'il se prépare. Elle nécessite l'échange volontaire de sang entre vous et celui qui vous transforme. Et ce sera toi? Demanda Helena à Marc. Si tu le souhaites, Helena hocha la tête. Je le souhaite. La cérémonie était à la fois solennelle et belle. Vlad prononça d'anciens mots dans une langue qu'Helena ne comprenait pas, mais dont elle pouvait sentir le pouvoir. Quand vint le moment, Helena et Marc s'agenouillèrent au centre d'un cercle de bougies. « Es-tu prête? » demanda Marc. « Je suis prêt. » Marc mordit doucement son propre poignet et laissa tomber une goutte de sang dans un calice d'argent. Puis il tendit à Helena un petit poignard. Helena n'hésita qu'un moment, puis se coupa la paume. Son sang goûta dans le même calice. « Buvez, » instruisit Vlad. Helena prit le calice et but. Le sang mélangé avait un goût métallique, mais pas désagréable. Immédiatement, elle sentit un changement, une chaleur qui se répandait dans tout son corps. Marc but ensuite, et Helena vit ses yeux changer, devenir plus brillants. « Maintenant vous devez mourir, » dit Vlad, doucement, pour renaître. Helena sentit son cœur humain ralentir, sa respiration s'affaiblir.
mais elle n'avait pas peur. Marc tenait sa main, et elle pouvait voir l'amour dans ses yeux. Tout devint sombre. Helena se réveilla au coucher du soleil. La première chose qu'elle remarqua fut comme tous ses sens étaient devenus aigus. Elle pouvait entendre chaque battement de cœur dans le château, chaque respiration, chaque pas. « Comment te sens-tu » demanda Marc, qui était resté assis près de son lit. Helena s'assit et regarda ses mains. Elles avaient l'air exactement comme avant, mais elle pouvait sentir la force qui se cachait sous la surface. « Différente, dit-elle, mais toujours comme moi-même. » Marc sourit. « Tu le seras toujours. » Helena se leva et alla au miroir. Son reflet était là, contrairement au mythe sur les vampires, mais ses yeux brillaient maintenant d'une lumière dorée, et sa peau avait une qualité nacrée. « Suis-je belle » demanda-t-elle. « Tu as toujours été belle, » répondit Marc. « Maintenant tu es simplement plus. » Un coup à la porte les interrompit. Vlad entra, suivi de Dame Catherine et Dame Morrigan. « Comment va notre plus nouvelle famille » demanda Vlad. « Bien, » répondit Helena. « Très bien même. Excellent. Alors il est temps pour votre première leçon en tant que vampire. » « Quelle leçon » Vlad sourit. « Comment voler » Helena le fixa. « Les vampires peuvent voler ?» « Pas au sens littéral, » remarque. « Mais nous pouvons nous déplacer très rapidement et faire de grands bonds. J'aimerais apprendre, » dit Helena avec enthousiasme. Dans les semaines qui suivirent, Helena apprit tout sur sa nouvelle vie de vampire. Elle découvrit des capacités dont elle n'avait jamais rêvé, force surhumaine, sens accru, et la capacité d'amplifier ses pouvoirs d'empire. Mais le plus important était qu'elle avait trouvé une famille. Vlad devint comme un père pour elle, les autres membres du conseil, comme des frères et sœurs, et Marc devint son partenaire en tout. 3 mois après sa transformation, ils reçurent la nouvelle que Victor Bathory avait été capturé. Sa rébellion s'était effondrée, et le monde des vampires était à nouveau en paix. « C'est fini, » dit Marc quand ils reçurent la nouvelle. « Non, » corrigea Helena, « c'est le commencement. » Ils se tenaient sur la même terrasse, où Marc lui avait avoué son amour. Mais maintenant ils étaient tous les deux vampires, tous les deux immortels, tous les deux prêts pour l'éternité. « Le regrettes-tu » demanda Marc. Helena pensa à son ancienne vie, la solitude, la peur, le sentiment de ne pas appartenir. Puis elle pensa à sa nouvelle vie, pleine d'amour, de buts et de possibilités infinies. « Jamais, » dit-elle, et l'embrassa. Et au loin, par-dessus les montagnes et forêts de Transylvanie, une nouvelle aube se levait, non seulement sur la terre, mais sur une nouvelle ère de paix entre vampires et humains, une ère inaugurée par l'amour, entre un prince vampire et une ancienne d'empire. La prophétie s'était accomplie, mais pas comme quiconque l'avait attendu. Ce n'était pas la guerre ou la destruction qui avait apporté le changement, mais l'amour, la compréhension et la volonté d'embrasser l'inconnu. Helena Dracul était morte. Mesdames Helena Dracula, princesse vampire et protectrice des êtres plus faibles, était née, et son histoire ne faisait que commencer.